suis un professionnel de PNL, de programmation neuro-linguistique. Programmation, méthode, neuro, sur le système nerveux et linguistique par le verbal, par le langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en PNL, on a découvert ce système-là par image. Et on utilise ces techniques-là de développement personnel par l'image, de développement de nos capacités, de nos ressources, parce que nous savons qu'il y a une importance directe au niveau des émotions et au niveau surtout de notre capacité à nous adapter, à faire plein de choses et à gérer justement ce dialogue avec l'inconscient. Donc, ce que j'essaie de vous démontrer, c'est l'importance et l'interaction qu'il peut y avoir dans une émotion. Ce qui s'est passé dans cet exercice, la personne ne connaissait pas. Elle savait bien que ces émotions étaient fortes et qu'elles pouvaient influer sur notre corps, mais sans en comprendre véritablement le système. Il suffit simplement qu'elle se remémore quelque chose au niveau émotionnel pour que l'esprit soit complètement bloqué. L'esprit et le raisonnement soient complètement bloqués. D'ailleurs, la réponse émotionnelle, c'est l'alarme. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que le corps, en fait, a une réaction immédiate. Donc, on ne peut pas dissocier les trois éléments, le corps, l'esprit et les émotions. Et je dirais que gérer les émotions, c'est notre devoir à tous, et beaucoup de scientifiques, beaucoup de centres de recherche, je lisais encore quelque chose tout à l'heure en attendant la conférence, portent sur justement cette gestion des émotions. Nous le découvrons seulement ces dernières années grâce à des techniques comme le PEPSCAL, comme plein d'autres appareils médicaux, le processus en fait de pensée et comment ça marche. Donc véritablement, l'émotion, même si nous sommes forts, même si nous avons une puissance, même si nous avons, vous savez, la fameuse pensée positive. Vous croyez à la pensée positive, madame? Dites-moi oui, parce que je ne peux pas continuer. Oui, bon, c'est bien. Madame a dit oui. Et ben non. Ça, c'était la période d'homme. Ça, c'était la période en fait où on a découvert la soi-disant pensée positive, qui vient plus d'une philosophie. Où on se disait, bon, il faut être positif, il faut se dire que ça marche et puis ça va marcher. Ça marche jusqu'au moment où vous commencez à avoir des images mentales qui arrivent. Parce que ces images sont bien plus puissantes que votre pensée. La pensée s'arrête au moment où l'image prend le dessus. Parce que dans l'image, vous l'avez vu, le remémorer arrive. Des questions, des remarques par rapport à ça? Vous pouvez me couper, hein, n'hésitez pas. Hein. Bien. Bon, alors là, on aborde un sujet extrêmement sérieux. Et je souris parce que je sens que je vais avoir la salle qui va se diviser en deux. Si je vous dis que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous ne sommes pas du tout semblables pour gérer le stress. Est-ce que vous me croyez? Oh oui, oh oui, oh oui, avec beaucoup d'expérience. Bon, avant d'aborder ça, d'abord, savoir qu'est-ce que c'est que le stress. Le stress, médicalement parlant, s'appelle le SGA, syndrome général d'adaptation. Ce qui veut dire que, pour être clair, chaque fois que vous avez dans la vie une nécessité de vous adapter durement, séparation, divorce, maladie, ou doucement mais régulièrement. Vous savez, vous arrivez au travail et puis vous avez le chef de bureau qui vous dit « C'est gentil mon père, mais il faut faire mieux, quoi. » Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est de l'adaptation, ça reste à l'intérieur de vous systématiquement, vous vous débrouillez avec ça. Mais un jour, ça devient une montagne. Donc, s'il vous plaît, quand vous arrivez voir un professionnel comme moi, ne dites pas, je ne sais pas pourquoi je suis là, j'ai mal au ventre, mais je ne suis pas stressé. Parce que ça aussi, c'est ce que j'entends tous les jours. S'il vous plaît, nous sommes tous stressés. Au départ, le stress est un symptôme normal, une réaction logique du corps. Seulement, à l'époque de la préhistoire, vous aviez le brave monsieur qui se baladait avec sa massue, et s'il rencontrait un mammouth, il avait deux possibilités. Hein. C'était soit je fuis, ou alors je lui mets un coup sur la tête. Bon, donc combat ou fuite. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, c'est pas. Vous n'allez pas fuir devant le patron et vous n'allez pas non plus lui mettre un coup. Bon. Donc, le résultat, c'est que notre capacité de réaction
Et la physiologique, pas simplement émotionnelle, physiologique, notre capacité de réaction, nous l'intériorisons. Et tant que nous ne savons pas nous dépenser cette énergie, ça ne marche pas. Ok? Donc, quand on parle de stress, 1, calmez-vous, tout le monde est stressé. On est déjà tranquille à la base. 2, tout le monde, si vous préférez, rencontre un jour ou l'autre des pics. Bon, la seule différence, c'est qu'en fonction de notre capacité émotionnelle, de notre sensibilité, on est plus capable ou pas de pouvoir, en fait, le gérer. Bon. Et maintenant, je arrive à la bonne question. Pourquoi un homme stressé est différent d'une femme stressée? Alors, qui a peut-être une idée? Je vois que madame sourit. Vous savez peut-être pourquoi? Je pense qu'un homme a une tendance à garder les choses intérieurement. Et on applaudit madame parce que madame a raison et madame parle avec expérience. Voilà. Bon, vous voulez dire madame? Non, mais une femme parle beaucoup plus qu'un homme, donc elle se libère. Ben, je vais vous donner complètement raison. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme, vous excuserez, mais je suis aussi coach avec des acteurs. Attends, j'adore un peu faire du spectacle. Bien, ça gère les émotions. Bon. Quand monsieur est stressé, monsieur rentre du travail, sa femme l'attend, bonsoir chérie, comment ça va? Et l'homme lui dit, fous-moi la paix, j'ai pas le temps. Parce qu'un homme ne sait pas gérer ses émotions et qu'à un moment donné, face au stress, l'homme de base, je ne parle pas de vous. L'homme de base, évidemment, celui qu'on ne connaît pas. La personne de stressée dans la salle, enfin. Bon, donc, l'homme ne sait pas gérer ses émotions. Et ce que l'homme va faire, par rapport au stress, il va simplement, lui, essayer de résoudre le problème lui-même. Il y a une honte. Et il faut savoir aussi que, pardon, mais dans notre société judéo-chrétienne, l'homme doit être fort. N'est-ce pas, mesdames? Sachez quand même que c'est vous, mesdames, qui allez être fort, pas du tout les hommes. Nous, on est plus fragiles, même la naissance. Monsieur, donc, l'homme, lui, va plutôt garder ses émotions, il va plutôt les garder à l'intérieur, et va essayer, au contraire, de répondre par une impression de « je me débrouille et je ne veux plus qu'on en parle ». Il va stopper le discours, il va se mettre dans son coin, et si vous commencez à le chatouiller un peu, il va devenir agressif. La femme, par contre, vous disiez qu'une femme a besoin de parler. La chère madame, ça s'appelle le soutenir, le copinage. Voilà. Ça veut dire que madame, quand elle est stressée, elle rentre à la maison et chérie, il faut que je te parle. On chope la voisine, on chope les amis, on chope les enfants, on chope le mari, on chope tout ce qui passe. Mais il faut parler. Il faut absolument parler. Parce que mesdames, c'est à l'intérieur de vous, c'est comme ça. Tout simplement. Bon. Et alors imaginez maintenant, quand l'homme est stressé, monsieur ne parle pas, il ne veut surtout pas aborder le sujet. Et madame, qui lui court d'ailleurs en disant, il faut que je t'en parle. Vous savez pourquoi je vous le présente en riant? Parce que, je le dis, et je le dis vraiment en levant la voix, quand les gens ont un problème de stress dans un couple, ce n'est pas une personne qui doit consulter, c'est les deux. Parce que si je suis stressé dans mon couple, madame aura des problèmes de gérer. Et que même si elle vient que pour une séance, ou simplement pour vider sa tête, c'est important. Parce qu'il y a une interaction. Et que, il ne faut pas, c'est pas si en fait amusant que ça. Je vois, depuis des années, depuis plus de 20 ans que je fais ce métier, je vois des couples se détruire pour des raisons stupides. Pour des raisons qu'on peut éviter, parce qu'on parle de communication, parce qu'on ne nous apprend pas à parler et à savoir gérer nos émotions. Parce qu'il est important d'écouter humainement et on ne vous apprend pas, surtout médicalement, ce que je suis en train de faire ce soir. De vous informer simplement que, non, on n'est pas forcément les mêmes. Un homme et une femme, c'est différent. Et que si on comprend et qu'on se donne la peine simplement d'écouter, on arrive à des solutions. Et là, monsieur, je vois qu'il est en paix. Non, mais c'est clair. L'écoute, c'est vachement important. Mais écoute, ça veut dire j'écoute. Je ne juge pas. J'écoute. Point. Alors là, monsieur, vous me lancez dans l'autre partie. Ensuite. Est-ce
que vous savez, la communication, c'est un art. J'avais un professeur à Paris qui nous disait, en première séance, il arrivait, il posait de la affaire. Alors déjà, on était là, on ne bougeait pas, et il arrivait, il posait ses affaires sur le pupitre, et il nous disait, la communication, mesdames et messieurs, excusez-moi, mais je suis direct, c'est savoir fermer sa gueule. Ah bon, bah ça va. Vous avez bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on parle de communication, il est clair que c'est d'abord une écoute vraie. Souvent de fois, je continue quand même sur ce que vous êtes en train de dire, monsieur, parce que c'est très important. Souvent de fois, d'ailleurs, quand les gens sont, au fond d'eux, stressés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parler, ils vont énormément parler, et en fait, ils n'écoutent pas l'autre. On va s'associer à des gens que l'on pense nous comprendre, parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Alors vous avez madame qui explique quelque chose, et puis vous avez la copine qui lui dit « Mais oui, moi c'est pareil, parce que j'ai eu la même chose. » Et en fait, à la fin de la communication, il n'y en a aucun des deux qui a résolu quoi que ce soit. Rien du tout. Mais elles sont contentes, elles ont mangé leur café. D'accord? Et là, elles se disent, je n'ai pas besoin de thérapeute. Mais en fait, ce n'est pas communiquer. C'est parce que, dans le cadre d'un accompagnement, ça, c'est un besoin, en fait, d'exprimer les choses. Et c'est un besoin viscéral de communiquer. Mais nous ne savons pas forcément communiquer. Et c'est vrai que la première communication, c'est d'abord l'écoute. Et quand je parle d'écoute, je parle de plusieurs écoutes. Dans mon métier, monsieur, ce que vous allez me dire ne compte que pour 10%. Mais ce que vous allez me dire, avec les gestes, voilà. Comportementalement, ce que vous allez me dire, va m'apporter beaucoup plus de réponses. Et encore plus au niveau de votre calibrage, respiration, transpiration, couleur de peau. Ce que je faisais tout à l'heure, lorsqu'on faisait le test, et que je contrôlais, la respiration et le calibrage oculaire de madame. D'accord? Bien, donc, ne vous sauvez pas. Voilà une image en général qui est assez choquante quand on voit la réalité, mais vraiment physiologique, du stress. Ça veut dire que lorsque l'on parle de stress, de gérer nos émotions, il y a une véritable réalité physique. Ça touche plein de choses. On a tendance des fois un peu à mélanger aussi et à dire que bon, le stress vous déclenche des cancers, vous fait des choses... Bon, pour être très clair, le processus est le suivant. Dans notre corps, on a une batterie, on a une énergie, positive, négative. Bon. Pour que les choses marchent correctement, il faut que ça rentre et que ça sorte. C'est logique. Maintenant, lorsque nous sommes stressés, notre énergie qui nous est normalement nécessaire pour la digestion, pour la respiration, pour penser, pour faire nos actions, cette énergie, nous la focalisons en fait uniquement pour savoir tempérer et garder notre calme, gérer nos émotions. Bon, ça marche à temps. À un moment donné, il y a une rupture parce que nous sommes épuisés. Ok? Lorsque nous sommes épuisés, nous allons en fait, comment dire, nous allons faire basculer notre capacité en fait d'adaptation et de régulation dans notre corps pour nous défendre. C'est ce qu'on appelle le système d'homéostasie. Ce système va être lui-même branché sur notre système en fait immunitaire. Et c'est par là qu'arrive le problème. Ça veut dire qu'au départ, je suis quelqu'un qui est normal, qui n'a pas de problème à gérer. Je rencontre une situation, bon, ça va, je descends un peu, je récupère et hop, tout marche bien. Et mon système marche bien. Maintenant, je suis quelqu'un qui est stressé, qui est souvent fois en fait sollicité pour s'adapter à des situations. C'est ça qu'il faut entendre avec le mot stress. Et à partir de ce moment-là, à un moment donné, mon corps va s'épuiser, il va se fatiguer. Et donc, je vais fatiguer mon système auto-immunitaire, qui est véritablement le filtre d'entrée du corps à plein de pathologies. Et à partir de ce moment-là, comme je n'aurai plus la même capacité de me défendre contre les attaques, les virus, ça peut aller de la petite chose à des choses beaucoup plus importantes. À partir de ce moment-là, nous rentrons dans ce qu'on appelle vraiment une pathologie. D'accord? Oui, ça jette à froid, hein? On est d'accord, madame? Oui. Avant d'attaquer encore cette partie, notre fonctionnement au niveau de notre corps, lorsque je vous dis que ça diminue nos capacités de défense immunitaire,
je veux maintenant parler aussi d'un autre problème qui est tout bête. Bon. Honnêtement, qui a des petits problèmes en fait de gestion? Tout le monde. Tout le monde a des fois des nœuds parce qu'on a ce qu'on appelle des patterns. D'accord? Alors, je vais vous montrer quelque chose, vous allez vous aider, j'espère, au tous les cas. Quand au départ, l'homme est tout à fait normal et naturel, bah, il devrait être en fait la tête haute, les épaules qui tombent, et puis tout à fait bien, et je respire, je me promène, et ça marche. Et au fur et à mesure qu'il est fatigué, au fur et à mesure qu'il supporte le poids des choses, au fur et à mesure qu'il en a marre, au fur et à mesure il commence en fait à être bon, la vie est belle, ouais, on est d'accord. Non madame, c'est aussi les femmes. Mais les femmes, vous, ça serait plutôt je cours aux toilettes. Vous n'allez pas m'attaquer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez bien compris que physiologiquement, dans mon métier, on a ce qu'on appelle le pattern. Nous voyons en face la personne et de par son comportement, de par son positionnement, nous comprenons en fait ce qui se passe. Après, évidemment, il y a une analyse pour le déterminer. Mais le point où je voulais en venir, c'est que au départ, dans des cas par exemple de crise panique, dans des cas d'angoisse, quand la personne arrive, et, dans des cas vraiment extrêmes, où elle a des compressions de la poitrine, où elle ne sait plus respirer, où elle a des douleurs, où c'est des choses vraiment très... On a, pendant beaucoup trop d'années, heureusement maintenant ça change, on a beaucoup trop souvent dit « c'est rien, c'est les nerfs ». Et la personne n'a pas en disant c'est rien, c'est les nerfs. Donc je rentre et qu'est-ce que je prends? Un martini dry. Ah voilà. Là, c'est plus les nerfs, mais l'alcool c'est un dépresseur, pas un antidépresseur. Donc, moi ce que je veux simplement vous expliquer, c'est que non, ce n'est pas simplement les nerfs. Et que quelqu'un qui va faire des crises d'angoisse, qui va avoir des problèmes cardiovasculaires, même si à la base la personne n'a rien, c'est une erreur de dire que ce n'est rien, parce qu'elle finira par avoir une pathologie. Et comme elle a pris l'habitude de dire « c'est rien, bonjour le martini dry », eh bien cette personne, un jour, va tomber dans une véritable pathologie, dans une véritable médication, et elle ne comprendra pas pourquoi. Alors que ce sont des choses que nous pouvons éviter à la base. Que nous pouvons éviter. Voilà. Bien, j'enferme le chapitre avec le stress et puis on continue sur la réflexion. Alors, j'ai dit donc, réflexion, c'est dissociation. Pourquoi? Lorsque nous avons pris conscience, connaissance de soi, lorsque nous avons compris comment nous fonctionnons avec si je suis pas bien, je marche comme ça, je fais comme ça. Bon, il va falloir ensuite avoir cette période de réflexion qui va nous permettre de dire, bon, bah maintenant, avant la troisième partie qui est l'action, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement. Et bien déjà, c'est d'arriver à prendre le temps de se poser et de dissocier véritablement les émotions du contexte. Alors, les émotions, tout le monde sait ce que c'est. Le contexte, c'est quoi? J'en prends l'exemple de tout à l'heure, le contexte avec le temps professionnel. Vous êtes dans votre cadre professionnel. Et souvent de fois, nos émotions nous submergent. Parce que même s'il existe une loi dans le coaching PP, privé, professionnel, et qu'on doit normalement séparer, vous avez déjà vu que c'est possible, vous? Jamais, au contraire, c'est complètement normal. Bon. Donc, ce qu'il nous faut au moins, parce que la dissociation, et j'insiste là-dessus avant d'attaquer les techniques proprement dites, la dissociation est déjà une technique en soi. Ça veut dire que plutôt que de bondir et de tout de suite réagir quand vous êtes dans une émotion, prenez le temps simplement de vous dire stop, là je suis en train de faire quoi? Ah ouais, je réagis comme ça. Ah ouais, ça c'est moi. Ah oui, je le sais parce que j'ai pris conscience et connaissance de moi. Ah bon, et le contexte c'est quoi? C'est la profession. Ah ouais, c'est la profession, c'est donc le chef, le machin, les trucs. Bon, et rien qu'en prenant au moins ce recul-là, vous faites ce que vous ne faites jamais d'habitude, vous faites un stand-by. Je ne devrais pas le dire, parce qu'autrement plein de gens vont prendre ça comme une vraie thérapie, et vont se dire, bon ça va, j'ai tout compris, je m'arrête quand j'ai quelque chose, et j'ai pas besoin d'aller voir un thérapeute. Non, mais si, quand ce sont des petites applications, oui. Je vous conseille, chaque fois que vous êtes en train de rentrer dans quelque chose que vous n'aimez pas, et vous le savez parce que vous vous êtes observé.
chaque fois que vous rentrez dans quelque chose comme ça, plutôt que de bondir dans votre émotion, prenez le temps, 5 minutes, de vous dire, je suis où? Simplement. Oui? En gros, ce que vous dites, si je suis dans l'émotion, à un moment donné, je m'arrête, je me dis, je suis en train de me faire mon petit film, quoi. En gros, c'est un peu ça ce que vous voulez dire. Je fais mon petit film. Donc il faut être conscient que je me fais mon petit film et il dit, ben... Non seulement vous faites votre petit film, mais en plus, et ce qui est terrible, c'est que si c'était que le film, à la limite, le film, on change la cassette, hein, bon, mais du film, vous donnez une réalité physiologique dans la seconde qui suit. Tout à fait. Oui, quand je vous provoque une émotion de peur, ouais. Physiologiquement, vous avez plein d'hormones qui se mettent en place. Tout à fait. On est d'accord? Okay. Donc, oui, c'est prendre simplement un peu de recul. Au départ, ça va vous paraître incommensurable. Ça va vous paraître tellement... Parce que encore une fois, ce que j'entends en cabinet, quand je dis ça, les gens me disent « Mais j'y arrive pas, mais c'est pas possible, tu me dors. » Oui, mais tu dors, mais rien ne t'empêche de dire seulement « Stop ». Au départ, ça va être 2-3 secondes. Mais au fur et à mesure, ça va devenir un réflexe aussi facile que lorsque vous lavez les dents le soir. Enfin, c'est conseillé 3 fois par jour. D'accord? Donc, vous comprenez? Ce n'est qu'une situation de réflexe. C'est des réflexes conditionnés. Moi j'ai une question. Oui. Donc voilà, on a un contexte, on fait fonctionner nos émotions, on a bien ces... On ne fait pas fonctionner à un coup. Hein. non, mais j'ai compris, on essaye de garder son sang-froid, ouais. Lâcher prise, ouais. C'est pas comme ça, voilà. Mais le lendemain, c'est toujours là. Ah oui. Et on fait quoi le lendemain? Ben, avant de répondre au lendemain, parce que là vous faites comme monsieur, vous bondissez déjà à la fin de mon exposé, moi. Je vais d'abord vous dire que quand vous dites, d'abord je suis dans l'émotion, et d'abord j'essaie de lâcher prise. On va bien se mettre d'accord d'abord sur l'action. Et qu'est-ce que ça veut dire de lâcher prise? Parce que je suis sûr. Ça veut dire passer la colère par rapport à la situation présente. Lâcher prise, madame, c'est pour beaucoup, vous savez, au niveau des théories. Personnellement, je ne suis pas un théoricien. Je suis un théoricien parce que j'invente des méthodes, mais je suis surtout un praticien qui bosse. Et je sais à quel point la pratique vaut mieux que la théorie. Et que lâcher prise, c'est extrêmement difficile. Et avant de dire que pour le lendemain, ça revient, il faut d'abord savoir lâcher son mouvement. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, je vous répondrai pour le lendemain. Ça, c'est tout. Okay? Et vous avez raison de le signaler. C'est dans le projet. Bien, donc, dissociation, émotion, contexte. Et là, maintenant, on arrive dans l'action. Tout le monde a bien vu que je suis relaxologue, donc c'est pour ça qu'évidemment, il y a la relaxation. Alors, la troisième phase est la principale. C'est cette phase-là que je veux développer. Pourquoi? Parce que, une fois qu'on a pris connaissance de soi, une fois qu'on a pris un peu de recul pour la réflexion, on passe à l'action. Et cette phase-là, je le souligne, si vous n'agissez pas, n'espérez pas que le doigt de Dieu vous touche pour que les émotions se calment. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça veut dire que lorsque vous venez pour consulter dans des cas comme ça, il faut absolument que le thérapeute va faire des choses avec vous, pour vous aider, concrètement. Il va vous apprendre aussi des choses, et vous avez là une responsabilité pour faire. Je ne connais aucune séance où les gens ne font pas et ne suivent pas les exercices chez eux, et qui n'appliquent pas, qui ne marchent pas. Par contre, dans la pensée, parce que nous sommes tous des humains, et je me considère comme vous, d'accord? Nous sommes tous au départ des gros feignants. Et au départ, on a une tendance à enregistrer beaucoup plus le côté négatif que le côté positif, tout simplement. Et qu'on va mettre beaucoup plus de temps pour changer les choses dans quelque chose de positif, mais par contre, on va très très vite dans le côté négatif. Alors, dans l'action, eh bien, quand on parle de gérer nos émotions, il y a d'abord une priorité, une seule. Et là, encore une fois, vous avez remarqué que ce soir, je suis un peu... voilà, bon, parce que tout simplement... j'ai consulté la journée, hein. Donc je vous parle de cas que j'ai encore vécu aujourd'hui. Hein. Bon, quand les gens viennent pour gérer les émotions, la première des choses qu'ils essaient de faire, et c'est une action normale, on essaie de gérer par notre esprit. Et on essaie de se dire, écoutez, mais oui, je comprends, mais... Et j'essaie de faire. Parce qu'on n'admet pas, parce que c'est difficile d'admettre quand même,
bah, qu'on est fragile, qu'on est sensible, et qu'on a des limites, et que la limite, c'est le corps. Tant que vous arrivez à gérer au niveau de vos émotions, tant que vous arrivez à réagir avec votre esprit et que vous êtes capable de calmer les choses, ça marche. Mais là, certainement, monsieur, que ça ne sera d'un certain niveau. Mais lorsqu'il s'agit d'épuisement, lorsque votre corps va réagir, lorsqu'on parle de symptômes, compression de la poitrine, transpiration, respiration, vomissement, lorsque vous tombez dans une crise de tétanie, lorsque vous êtes dans un vrai symptôme, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose à faire. On calme d'abord le symptôme. Ça veut dire que n'essayez pas de calmer vos émotions lorsque vous êtes dans ce cadre-là, avec des symptômes par l'esprit, parce que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas tout simplement parce que lorsque nous sommes dans nos cognitions, lorsque nous sommes dans notre délire, dans nos peurs, dans nos ancrages, eh bien, le corps réagit, mais l'esprit réagit aussi, mais il réagit complètement aléatoirement. Il réagit par des bêtises. La preuve. Écoutez simplement quelqu'un que vous avez en face de vous, et qui est en train de vous parler, et qui est en train de vous dire ouais, mais c'est comme ça, de toute façon, c'est d'une manière générale, et puis c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça, n'insiste pas, je te le dis. Et vous lui dites, mais enfin, t'as des bonnes choses quand même dans la vie. Regarde un peu le côté positif. Et lui, il va vous dire, ouais, non, mais ça, c'est tout petit, c'est un seul truc. Mais alors, vas-y, par contre, le négatif, j'en peux plus. Le négatif, c'est comme ça. Ça, minimalisation du positif, maximalisation du négatif, généralisation, radicalisation. Je te dis que c'est comme ça, et c'est pas autrement. Ce sont des comportements que nous avons par rapport à ce contexte, là, précisément, de gestion des émotions par débordement. Nos pensées, ce n'est pas que le corps qui est attaqué, mais c'est notre système de pensée. Ça veut dire que, bien avant d'essayer de les gérer par l'esprit, il faut d'abord calmer le symptôme. Si vous calmez le symptôme, lorsque vous avez une personne, je vous ai montré plusieurs fois déjà la respiration, mais je vous montre exprès l'extrême, vous avez bien compris, pour que justement, ça fait partie aussi de mon job. Quand la personne arrive dans une peur panique, elle peut être dans une crise d'angoisse. À ce moment-là, vous n'allez pas lui dire, bon, t'es gentil, demoiselle, mais tu vas respirer, je vous aime bien, vous, hein, ça doit être la chemise. Hein, vous me donnerez la marque quand même. Hein, oui, bon. vous donnerez l'adresse. Merci. Va devenir copain. Donc, on ne peut pas dire à ce moment-là, mais calmez-vous, mademoiselle, respirez, faites votre relaxation, parce qu'elle est en train de mourir. Hein. Sachez-le aussi quand même. Hein. Là, je ne vais peut-être pas vous rassurer, mais c'est pas mon objectif, ni de vous faire peur, ni de vous rassurer, c'est d'être honnête. On en meurt des crises de panique. Il faut arrêter maintenant les bêtises. On en meurt. Si vous êtes dans un état extrême et que vous n'avez personne à côté de vous, du corps médical ou un thérapeute, on en meurt. Donc, ce n'est pas le moment d'essayer de faire des petites choses. C'est un peu le même comportement que le papa qui a son petit enfant et qui fait une crise d'asthme. Et qui au départ ne comprend pas et qui lui dit mais respire, il l'amène à la fenêtre, il ouvre la fenêtre, alors que le gosse va peut-être être capable de respirer dans une position comme ça, parce que ça correspond à une position en fait de rassurer, de confort pour lui, qu'il faudra d'ailleurs découvrir avec un thérapeute. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Eh bien, on ne peut pas faire confiance à notre système de pensée. On calme d'abord les symptômes. Et alors, pour calmer les symptômes, je vais vous développer après, il va y avoir en fait plusieurs choses. Alors, quand on parle de calmer les symptômes, évidemment, il y a les techniques en fait de relaxation. Alors, j'insiste, techniques de relaxation, j'en avais plein. Et je ne suis pas quelqu'un qui va mettre en avant une technique plutôt que d'autres. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous voyez, je ne sais pas combien on est dans la salle, mais vous avez autant de variabilité dans les personnes que de techniques, et qu'à la limite, du moment que ces techniques sont basées avec des bases médicales, après, techniques comprenant des gestes de respiration, bon, vous allez avoir en fait une réussite. Mais ce qu'il faut évidemment après dans le choix de la technique, c'est après une question aussi de sensibilité, d'émotion, et c'est un contact avec le thérapeute, c'est sûr. Si vous avez un thérapeute et que ça ne vous plaît pas, n'y allez pas.
parce que ça marche pas. C'est tout ça. J'avais un professeur à Paris qui me disait la qualité d'un thérapeute, c'est un quart de technique et c'est trois quarts de personnalité. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'encore une fois, on travaille sur l'émotion. Et c'est difficile. Alors, donc, on va utiliser des techniques de relaxation. Ça peut être les plus connus, l'autogène training, le training autogène de Schultz. Bon, ça peut être le Jacobson, mais ça peut être aussi du Vitos. Ça peut être aussi des techniques méditatives. Ça peut être plein de choses. Personnellement, je sais que je propose toujours un panel. Et il y a une base en fait médicale, et après il y a aussi une adaptation parce que déjà, la sensibilité de la personne, deux, la nécessité médicale. Hein, c'est clair que si vous attaquez tout de suite avec du Schultz et que la personne a des contractions neurodystoniques très fortes et qu'elle n'arrive pas à se calmer au niveau de ses pensées, Schultz, ça sera peut-être pas cool, hein, parce que vous allez voir la personne en pleine séance, tchac, les yeux ouverts. Hein. Là, il vaudra peut-être mieux passer par quelque chose de plus dynamique. Bon. Mais vous allez avoir ces techniques donc, de relaxation qui vont vous apprendre à maîtriser votre état émotionnel et de relâcher votre corps au niveau musculature squelettique et interne et qui vont très bien marcher. Il n'y a pas que ça, il faut l'associer à d'autres choses. Et changer aussi les techniques, en connaître plusieurs. Pourquoi? Parce que nous ne sommes jamais les mêmes et nous évoluons. Si nous avons une technique que nous avons utilisée pendant X temps, ça va mieux, et puis un jour on retombe dans quelque chose, il vaut mieux peut-être changer. Parce qu'on est comme ça, tout simplement. Mon grand-père me disait, quand tu te lèves le matin, tu es toujours plus grand que quand tu te couches le soir. Il avait raison. Eh ben oui, je pense que donc, il vaut mieux connaître plus de techniques. Maintenant, il y a aussi, évidemment, tout le panel d'autres choses. Vous avez la réflexologie, qui est formidable. Vous avez l'acupuncture, la digitopression, vous avez des massages, vous avez l'éveil sensoriel. Mais peu importe ce que vous allez choisir, je le répète, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend aussi de votre nécessité. C'est clair qu'il faut faire des fois même des absorptions de plusieurs méthodes en même temps. Bon, n'en prenez pas 15 non plus, parce que ça c'est stupide, en même temps. Bon. Mais bien le choisir, et vous devez sentir des réactions. Vraiment. Mais au départ, des techniques qui vont calmer et avoir une influence sur le symptôme physiologique. J'insiste. Après, on va attaquer en fait d'autres choses par l'esprit. Dans les techniques d'entretien, oui, je vous dis encore deux mots là-dessus, il existe aussi une nécessité d'entretenir après le terrain. Pourquoi? Ben parce que si nous sommes, je suis quelqu'un d'émotionnel, je suis quelqu'un de sensible. Ça, c'est mon terrain. Pourquoi? Parce que j'ai un papa, j'ai une maman. Ils m'ont donné, on le sait aujourd'hui génétiquement, un petit package. Hein. Si le package est beau, ben, tant mieux. S'il n'est pas beau, tant mieux aussi parce qu'on fera avec. Bon. Et puis à côté, il y a un gros package en fait qui est de nous. Et de nous, ben, on le développe au fur et à mesure. Quand on a en fait ce terrain-là de sensibilité, on peut connaître évidemment des pics qui vont faire en sorte qu'à des moments de la vie, on arrive plus ou moins à gérer nos émotions. Mais quand on a fait le travail pour les calmer, après, s'il vous plaît, ne faites pas comme la plupart. Et là, vous n'allez pas m'aimer, monsieur, après ce que je veux dire là. Ne faisez pas, surtout comme nous, les messieurs, je me considère dedans, c'est que dès que ça va mieux, on arrête. Il en se sauve. Vous, mesdames, vous êtes encore différentes là par rapport au traitement, parce que la femme, au départ, elle est un peu plus intelligente que nous, monsieur, et que si ça ne va pas, elle fait et elle teste. Si ça marche, et je continue. Nous, les hommes, on a tendance un peu, et aussi, encore une fois, par culture. Par culture. Merci papa, par culture. Voilà. De laisser tout tomber dès que ça va bien. Donc, quand je parle d'entretien, c'est vraiment quand vous avez vécu des choses émotionnelles, s'il vous plaît, quand vous en êtes sorti, à intervalles réguliers, entretenez-vous. Prenez des activités, faites des choses, mais entretenez-vous votre terrain. Et ne pensez pas que j'ai eu ça, c'était le travail, et maintenant tout va bien. Parce que le terrain il est en vous, hein, et que le terrain, il va se transformer.
il ne va jamais aller vers le mieux, il va toujours empirer s'il n'est pas soigné. S'il est soigné, ça va aller bien, mais ça ne voudra pas dire que si vous n'arrivez pas une adaptation, encore une fois, importante, que vous n'allez pas retomber. D'accord? Donc, s'il vous plaît, entretenez-vous. Bon, l'approche cognitive et les processus de la pensée. Là, on est en cadre de la communication. Et là, on rentre aussi dans ce que vous me disiez. Donc, on a compris. Bref, si je suis stressé, si je suis en état émotionnel pas très bien, je vais d'abord calmer les symptômes. Bon, j'arrive à respirer, j'ai moins mal au ventre, j'ai plus poids à l'estomac, mes muscles se relâchent, ok. Et comme par hasard, si mon corps va mieux, oh, je récupère l'esprit. Donc là, je vais pouvoir commencer à travailler encore une fois sur un nouveau training. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous sommes capables de repenser, il faut tout de suite travailler sur ce qu'on appelle, en fait, le coping, là, mais, comment dire? Je ne vais pas utiliser ce mot-là. Je ne vais pas vous parler de coping. Je vais plutôt vous expliquer ça d'une manière plus simple. On a notre raison et au fond de nous, nous savons vraiment ce qui est bon pour nous. Mais parce que nous sommes dans des conventions, nous savons rarement l'écouter. Nous avons perdu cette habitude de nous écouter. Alors, lorsqu'on a calmé ces symptômes, on va simplement essayer de remettre en fait une raison en place. Et lorsque je parle de processus de la pensée, on va simplement essayer de modifier la fameuse pensée positive. Mais en faisant, moi je vous propose de faire simplement que 3 questions, en tous les cas ce soir. Quand nous sommes sortis de la tumulte et de l'urgence au niveau du symptôme, et qu'on réfléchit sur le contexte qu'on a vu, sur nos émotions, comment on a réagi, moi je vous propose de vous demander simplement si, 1, est-ce que c'est vraiment si important que ça? 2, est-ce qu'on ne peut pas faire peut-être autrement? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Et 3, mais même si c'est vrai, même si c'est important comme on le pense, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Parce que franchement, je fais ce métier parce que je suis un ancien cancéreux. J'ai eu un cancer à 19 ans. La dépression, je l'ai connue aussi, parce que quand on a 19 ans et qu'on est condamné, on n'a pas ce genre de réaction qui nous vient comme ça, on n'a pas la sursature. C'est pas vrai, on tombe dedans. Donc, je vous parle par expérience. C'est ça qui a donné en fait mon métier. Ce que j'essaie de vous expliquer simplement, c'est que franchement, la santé, c'est la chose la plus fondamentale qui peut exister et c'est notre seule vraie richesse. Si nous perdons notre santé, si nous perdons notre capacité à gérer nos émotions, si nous perdons notre capacité à penser, nous ne sommes plus rien. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons autour de nous, mais nous ne sommes plus rien. Alors franchement, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Et dans tous les cas, est-ce que c'est vraiment grave? En fait, le titre dédramatiser, en fait, compte. Dédramatiser, en fait. Prends du recul. Dédramatiser. Hein, oui, c'est ça qui est important. Bien sûr. Disons, vous l'avez dit avec ces mots-là, je pense à ça, quoi, en fait. Bien sûr. C'est pas évident de dédramatiser. Mais ce n'est pas évident, surtout lorsque vous allez comprendre. Venez voir. Voilà. Vous voyez ce que je vous fais là, monsieur? Ouais. C'est rien. Je ne vous sers pas. D'accord? Ce que je vous provoque là, écoutez bien parce que c'est quand même important, la plupart des gens pensent que le stress, et c'est pour ça qu'on ne veut pas en parler, le stress, c'est seulement parce que il a un problème psychologique. C'est pas vrai. Il y a un stress mécanique, je suis en train de le faire. Ce que vous ressentez là, c'est strictement rien du tout. Et vous êtes en train de me dire, ouais, c'est difficile de penser. Ben oui, c'est vrai, difficile, parce que si je vous tiens comme ça jusque ce soir, vous aurez l'impression que je vous sers comme ça, monsieur. Et là, ça sera vraiment gênant. Mais simplement, ce que vous ressentez là, au niveau des émotions, quand vous avez simplement cette vibration intérieure, bien sûr que vous n'arrivez pas à penser, parce que vous avez une symbiose et un rappel dans votre corps. Lorsque votre corps est en train de vous informer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là au-dessus, ça ne marche pas non plus. Mais en fait, vous êtes concentré carrément sur... Mais vous avez une concentration, en fait, évidemment. Forcément, vous pensez plus tard. Vous pensez, mais vous pensez par ce qu'on appelle des inférences cognitives, en fait, qui sont en distorsion. D'accord. Et ça fait partie de tout un processus. D'ailleurs,
rassurez-vous, dans la boîte, j'ai ce qu'il faut. C'est bien. Je vais vous parler des processus de changement, vous allez voir. Ça, c'est chouette. Parce que le changement, tout le monde le connaît, tout le monde le veut. Je veux changer ma vie. Ah, tout le monde le veut, hein, mais pas tout le monde y arrive. Les étapes du changement. Alors, quand on parle d'adaptation, quand on parle en fait de pouvoir gérer nos émotions, évidemment, ça veut dire changer. Mais je vous rassure, madame, aucun thérapeute n'aura la prétention, quand il est correct, de vous changer. Et c'est une bonne chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut le refuser. Vous êtes très bien comme ça, c'est votre histoire. Il faut la garder. En plus, c'est dangereux. Parce que le cerveau est linéaire. Si vous le changez, et si vous retirez quelque chose, ça ne marche plus. Parce que lui va compenser. Et pas forcément par quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce que nous devons faire dans le processus de changement? Nous ne devons pas changer, nous tentons. Et mon métier, c'est ça. Nous essayons de vous proposer des processus pour améliorer votre vie. Et nous vous incitons à les tester. Si en les testant, vous en trouvez une vérité et une adaptation, alors vous le validez. Mais vous ne changerez jamais. Ça veut dire qu'un terrain de sensibilité, vous l'aurez à vie. Et heureusement, quand on est artiste, c'est parce qu'on est sensible. Si nous ne le sommes pas, nous ne sommes rien. Je dis toujours en première consultation, dans des cadres comme ça, les émotions qui ne sont pas gérées sont le pire ennemi que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Mais lorsqu'elles sont gérées, ça devient la plus belle des récompenses et ça devient un outil exceptionnel. Exceptionnel. Seulement, ça demande, de se connaître, de réfléchir, 3, d'agir. Ok? Alors, dans les étapes, je ne vais pas tout répondre là-dessus, mais je vous rappelle quand même que tout changement correspond à ces étapes-là. Ça veut dire que d'abord, on vous dit, bon, je prends l'exemple typique de la séparation. C'est bon. Voilà, donc, Madame part, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on refuse. La colère. Non, je ne veux pas qu'elle parte. Bon. La deuxième, c'est la peur. On rentre dans notre train. C'est mon Dieu, elle est partie. Qu'est-ce que je vais faire? La troisième, c'est la colère. On se révolte. Mon Dieu, elle est partie, quoi. Elle m'a laissé avec les gosses, en plus. Bon. La quatrième, c'est le désespoir. On ne trouve plus de solution. Mon Dieu, elle est partie. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? L'avant-dernier, c'est le marchandage. Bon, écoute, t'es parti, mais si tout bien, moi je veux bien quand même, voilà. Et puis en général, comme ça ne marche jamais, le marchandage, vous voyez, hein, parce que c'est... Bon. En France, on a une expression, c'est reculer pour nous sauter. Merci, vous êtes français, bon, voilà. En dernier cas, vous avez l'acceptation. Et là, ça veut dire, ça y est, ok, ça marche, elle est partie. C'est comme ça. Mais ces étapes-là, soit elles sont séparées, soit souvent elles se cumulent. Et je connais plein de gens en thérapie qui sont de l'une à l'autre et qui reviennent constamment. Alors, ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. S'il vous plaît, prenez ça très au sérieux, parce que ça bouffe notre vie et notre santé. C'est savoir gérer nos émotions. Je vous rassure, hein, le reste ne sera pas aussi dur. Mais bon, c'est des stades quand même importants pour faire un deuil. Pardon? C'est des stades quand même importants pour faire un deuil. C'est bien pour ça que je dis prenez ça au sérieux, parce qu'il faut les passer. Et surtout pas les éviter. Chaque fois que vous les évitez, ça vous revient et toujours plus fort. Toujours plus fort. Jamais facilement. Bien sûr. Je sors des stages palliatifs. Pardon? Je sors des stages palliatifs, donc... J'ai travaillé dans les soins palliatifs. J'ai fait de l'accompagnement courant, j'ai été formateur des VMH en France, des visiteurs de malades. J'ai travaillé à Copa. Voilà. Vous avez ici l'affirmation de soi et la confiance en soi. Tiens, c'est chouette, on retombe sur la confiance en soi. Donc, quand on parle de confiance en soi, eh bien, je le répète, la confiance en soi, c'est pas une confiance générale. C'est pas quelque chose qu'on a au départ et qu'on a jusqu'à la fin. C'est pas vrai. La confiance, ça s'entretient. Et la confiance, c'est basé sur deux choses fondamentales. Encore une fois, et ça va vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le stress. La confiance en soi, c'est basé sur un apport déjà matériel. Là, j'ai confiance parce que ça va, je respire, je suis en face de vous, je cause. Ça marche.
Et il y a après la confiance en soi au niveau des paroles. Ça veut dire ma manière de penser. Je t'ai dit que je viendrais ce soir. Je suis venu. Voilà. Donc ça veut dire être congruent. S'il vous plaît, la congruence en PNL, c'est super important. Souvent fois. Nous faisons des choses et nous disons des choses. Ça, c'est être incongruent. Alors si vous voulez asseoir une confiance, commencez par déjà faire ce que vous dites. Donnez-vous des petits objectifs, simples et réalisables. Ne demandez pas des mirages et ne faites pas des projections dans l'avenir sans être capable de vivre dans l'aujourd'hui et dans l'ici et maintenant. C'est aujourd'hui que nous préparons l'avenir de demain. Et c'est pas aujourd'hui, ouais, non mais je fais aller et puis mais plus tard, le plus tard n'existe pas. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est vrai, véritablement aujourd'hui que nous devons asseoir cette confiance et y travailler chaque jour. Pas forcément, et ne voyez pas ça parce que j'utilise les mots travail, bon, ça doit être quelque chose d'agréable, ça doit être quelque chose qui nous fasse plaisir. Mais on doit trouver des terrains et une confiance avec des choses matérielles. Si j'ai décidé de peindre, ben je ne sais pas peindre, mais je m'en moque. C'est pas grave, je peins. Parce que ça me donne une réalité. Ça, c'est de l'art-thérapie. J'utilise beaucoup ça en cabinet. C'est une réalité parce que c'est quelque chose que je vois, que je peux toucher. C'est une réalisation de moi-même. C'est une réalisation de ma pensée, de mes émotions. Je dis que je vais à un rendez-vous et je prends ce rendez-vous pour faire un peu de fitness, pour faire un peu de sport. Et je m'y tiens parce que lorsque nous sommes dans les troubles des émotions, nous perdons justement cette réalité-là. Nous ne sommes plus réguliers. Nous perdons plein de choses qui nous paraissent tellement simples quand ça marche. Mais quand ça ne marche pas, le simple fait d'être obligé de se lever, de se laver, de se raser, de sortir, devient impossible. Alors, travailler tous les jours sur une confiance en soi. Gérer nos émotions, c'est retrouver notre confiance. Enfin, vous avez quand même mis la notion de plaisir à l'instant. Bien sûr. Hein, je crois que c'est important ça. Mais la notion de plaisir, monsieur, elle est... Vous savez, il faut m'arrêter parce que si vous me lancez sur un sujet comme ça, je vous préviens, voilà pour... Parce que le plaisir, évidemment, c'est tout un... Je suis en train d'écrire 2 livres, monsieur, là-dessus. Le plaisir, c'est une notion que nous perdons. Dès que nous perdons nos afférences, en fait, au niveau émotionnel. Ça veut dire que, bon, dans un cas de dépression, par exemple, la personne n'a plus une réalité de plaisir. Et quand vous leur demandez simplement, mais écoutez, qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir? La personne vous regarde et elle est dans le blanc. Parce que même si monsieur faisait de la pétanque, madame faisait du tricot, c'est la première des choses qui parle. Une des premières, avec tout un panel. Donc cette notion de plaisir, si j'insiste sur le plaisir, c'est ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'utilise l'art-thérapie, on utilise en fait des fois des techniques en fait comme le chant, comme bon. Et j'explique aux gens que cette notion de chant, savoir chanter, c'est une notion qui est importante parce que vous faites quelque chose dans le plaisir, j'apprends à bouger, j'apprends à chanter, mais j'apprends aussi à calibrer quelque chose au niveau justement de ma respiration. Et en fait, je fais de la relaxation. Et j'explique à la personne que, dans un contexte même professionnel, admettons, la personne qui a un trouble pour devoir prendre la parole au public. Ça vous rappelle rien, ça? Bon, donc, prendre la parole au public. Donc la personne, je vais lui donner des règles pour d'abord savoir réagir. Bon, vous devez. Mais après, je vais dire, voilà, si ça ne marche pas ou si ce n'est pas suffisant, je vais dire, monsieur, quand vous allez arriver devant le public, vous allez imaginer, en fait, on va faire du chant tous les deux. Et je vais vous dire simplement, quand vous êtes, je me rappelle, je pense qu'autrement ça ne va pas marcher. Je vais vous dire, si vous êtes dans votre émotion et que vous devez parler, vous allez commencer par qu'il est loin mon pays, qu'il est loin, autour d'elle et de moi se ranime
D'accord? Mais là, je vais vous dire que vous allez être obligé de travailler sur votre respiration. Et comme du coaching avec, justement, quelqu'un qui va vous développer votre méthode précise, qui est en fait ni plus ni moins qu'une méthode de relaxation au niveau diaphragmatique. D'accord? Vous allez respirer différemment et vous allez faire « Qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin. Autour d'elle, de moi, se ranime l'eau verte du canal du Midi. » Et vous allez pouvoir, comme ça, travailler sur la pulsion, et la personne, elle trouve un plaisir, parce qu'elle va chanter. Si en plus je vais commencer à lui expliquer que tu vas bouger, la personne va faire quelque chose qui est une vraie technique en soi, mais sans jamais l'embêter avec tu prends ta feuille, tu regardes le micro, tu regardes les gens, tu imagines tout ce que ce sont des petits lapins, mais on arrivera en fait à un résultat. Et la notion de plaisir, savez-vous, monsieur, pourquoi j'arrête pas de vous faire rigoler depuis ce soir? Pourquoi? Parce que je suis un vieux pédagogue. Tout simplement, parce que j'ai travaillé dans plein d'écoles. Parce que je sais que ce n'est pas mon image que je travaille. Mon objectif ce soir, c'est que vous sortiez avec quelque chose dans la tête. Si vous sortez avec quelque chose dans la tête que je vous ai donné, en vous faisant rire, en vous faisant... Pardon, madame. En vous faisant simplement vous questionner, j'aurai atteint mon objectif. Donc la notion de plaisir est là-dedans aussi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est pas mal. Le plaisir est la seule chose en compensation. Parce que, écoutez, quand on traite sur une addiction, quand on traite sur n'importe quel problème, c'est bien beau de dire, bon, je vais vous retirer votre problème. Oui, mais et alors? Et qu'est-ce que je gagne? Il est gentil, monsieur. Il me dit que je vais aller mieux. Attends. En France, on a encore une fois une expression, on dit, on préfère le moins pire, c'est pas bien français, hein, le moins pire que le meilleur. Tu me dis que si je t'écoute, je vais aller mieux. Ouais, mais attends, moi je connais pas le mieux. Ça veut dire quoi être mieux? Tu me fais peur, là. Et c'est pour ça que dans un cadre de thérapie normale, vous avez toujours un moment donné où on est prêt de valider vraiment la fin. Et que la personne vraiment va aller mieux. Mais au dernier moment, elle dit « Je veux plus. Je veux plus parce que j'ai peur. » Et elle ne comprend pas pourquoi, mais c'est ça. Tout simplement. Donc, lui prendre la main, dans le sens accompagnement, et lui expliquer que la vie doit être un plaisir, un bonheur, et que nous ne sommes que de passage. Si nous n'utilisons pas ce moment-là pour nous soutenir entre nous, pour nous apporter quelque chose, pour bénéficier de chaque instant de la vie que nous avons de bonheur, ça ne sert à rien, et nous ne validons rien. Donc, en gros, ce que vous venez de dire, en fait, on a intérêt à créer son paradis sur Terre. Mais monsieur... C'est ça, en fait, en gros, c'est ça. Qui a écrit que la vie est un long fleuve tranquille? À mon avis, c'est un imbécile. Parce que, d'ailleurs, on ne sait plus qui. Bon. Non, la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais notre fleuve tranquille, c'est nous qui nous le faisons. Ou pas. Ou pas. Donc, lorsque je parle, mais vous savez que vous m'embêtez, vous allez toujours plus loin là. Je ne vais pas pouvoir balancer ma phrase, monsieur. Attendez que j'ai fini. Promis, après ça, c'est bon. Donc, notion de plaisir. Maintenant, nous avons une notion super importante aussi, c'est la gestion du temps. Alors, quand je parle de gestion du temps, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsque nous sommes dans nos émotions, nous perdons cette notion-là. Quand ça va bien, je me lève, vous savez, c'est comme la chanson, je me lève, je te bouscule. Bon, donc je me lève, je prends les clés, je vais au boulot. Je fais des choses tout à fait normalement, facilement. Mais, lorsque nous sommes dans nos problématiques émotionnelles, on n'y arrive plus. Donc, gérer son temps. Alors là, moi personnellement, je conseille toujours le carnet thérapeutique. C'est un mot tellement barbare. Mais les gens comprennent quand je leur dis vous achetez un petit truc, vous le mettez dans la poche. Personne ne doit le lire, même pas moi. Mais par contre, vous devez l'avoir sur vous. Et je donne des conseils, je donne des choses à réfléchir dedans. Les gens peuvent s'en servir. Moi, attendez, M. Tescali, j'ai pensé à un truc là, il faut que je vous en parle. Mais là-dedans, surtout, il y a des conseils et des règles. Parce que nous avons besoin de remettre des règles en place lorsque nous perdons notre capacité à gérer nos émotions.
le temps, gérer son temps, s'obliger à sortir, à faire des choses, avoir une activité sociale, à rencontrer des gens, s'obliger à faire des choses du style je vais chercher même la baguette parce que bon voilà, j'en ai pas envie, il fait froid mais je le fais parce que je dois bouger. Je m'oblige à bouger, à faire un peu de sport. Je m'oblige à aller voir mon thérapeute, c'est pas possible. Bon, mais j'apprends à gérer le temps parce que cette notion de temps est fondamentale. Ok? Bien. Vous l'attendez, hein, le dernier slide. Bon, alors merci pour la publicité, ça c'est mon centre, voilà. Ça c'est une salle un peu particulière où je suis créateur de la relâche flash. Les gens qui sont intéressés, je pourrais leur expliquer. Ah, vous êtes au Luxembourg? Je suis à Luxembourg-Ville, je suis au Luxembourg-Là. Voilà. Ne vous inquiétez pas, la pub, je donne après. Croyez pas quand même que je fais ça. Comme ça, hein, bon, voilà. Alors, une phrase que j'ai retirée de mon livre. Notre véritable liberté réside dans notre capacité à gérer nos émotions. Qu'est-ce que je veux dire par là, monsieur ?